Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur la finance solidaire. Je suis Jeanne, donc l'animatrice de ce webinaire, et nous allons explorer comment des initiatives comme celle de FEV et Cerver offrent des solutions face aux défis environnementaux et sociaux actuels. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Vincent Kraus de FEV et Thibault Lataillade de la foncière Cerver. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent rapidement. Thibaut, je te laisse commencer si ça te va. Oui, bonjour à tous. Donc, Thibault Lataillade. Moi, je suis cofondateur de la foncière Cerver. Je suis agriculteur à titre professionnel, donc je suis apiculteur et arboriculteur. Et j'interviens ici donc pour vous parler de Cerver, qui est pleinement investi dans la finance durable et en particulier dans la finance verte et solidaire. Merci. Et donc moi je m'appelle Vincent Ocros et donc je suis un des fondateurs de FEV. Je m'occupe plus particulièrement chez FEV de tout ce qui concerne les investisseurs et la collecte d'argent auprès de particuliers et d'investisseurs institutionnels. Et puis je vous parlerai un peu de FEV tout à l'heure, mais en deux mots, FEV c'est une foncière qui aide des agriculteurs dans le cadre de leur installation en agroécologie. Super, merci à tous les deux. On va pouvoir commencer par aborder le thème de la finance solidaire. Donc Thibaut, tu nous parlais de Cerver. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, selon toi, qu'est-ce que c'est la finance solidaire et en quoi elle diffère des autres formes d'investissement? Oui, donc il se trouve que j'ai fait un master en gestion d'entreprise et le thème de la thèse de mon master, c'était la finance responsable. Et donc ça me permet d'introduire trois termes déjà depuis le début du webinaire. Donc il y a la finance solidaire, la finance responsable et la finance verte. C'est trois sous-domaines de ce qu'on appelle la finance durable. Et donc en fait, ces trois sous-domaines, ils ont des applications différentes. Donc, la finance solidaire, en fait, ça consiste à regrouper les initiatives et réglementations qui visent à faciliter le financement de projets destinés à lutter contre l'exclusion et l'amélioration de la cohésion sociale. Donc, ça veut dire que ce sont tous les canaux d'investissement qui permettent d'améliorer des conditions sociales diverses et variées. Donc, ça peut être l'habitat, ça peut être l'emploi, ça peut être la prise en compte de personnes en difficulté, etc. Donc, vous avez dans la finance durable la finance solidaire que je viens de décrire. Vous avez ensuite la finance responsable. Donc, cette fois-ci, la finance responsable, c'est plus lié au marché financier. En général, on parle de finance responsable pour les entreprises cotées. Et donc là, en fait, c'est un peu plus spécifique. Donc, la finance responsable, ça consiste à définir des critères extra-financiers pour sélectionner des investissements. Par exemple, si vous investissez dans un fonds qui est dit de finance responsable, qui n'investit pas, par exemple, dans l'hydrocarbure, eh ben, voilà, ça permet d'identifier un domaine d'investissement spécifique. Ça peut être aussi, par exemple, vous n'investissez pas dans tout ce qui touche à l'alcool. Il y a beaucoup de fonds au Moyen-Orient qui sont de cette nature-là, pour des raisons religieuses, donc on va plutôt dire pour des raisons éthiques. Ils ont décidé de faire de la finance responsable, donc ils ont banni de tout leur portefeuille de projets investis des activités de transformation d'alcool, de culture enfin, de préparation de boissons alcoolisées, par exemple. Mais vous avez d'autres conditions, enfin d'autres critères qui peuvent être inclus dans la finance responsable. Vous pouvez par exemple décider de ne pas investir dans le système bancaire, vous pouvez ne pas investir dans tel ou tel type d'industrie pour des raisons éthiques, religieuses, ça peut être voilà, beaucoup de critères. Donc ça se passe principalement sur les marchés financiers pour la finance responsable. Et ensuite, vous avez la finance verte. La finance verte, c'est bon, voilà, c'est transparent dans son terme, c'est tous les projets ou tous les investissements qui sont réalisés afin d'améliorer ou de réduire les émissions de CO2 et autres dans le cadre d'investissements financiers sur les marchés. Concrètement, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble de la finance solidaire en France. Donc, ça représente 30 milliards d'encours.
Donc ça, c'est le stock d'encours qui ont été investis jusqu'à présent et qui n'ont pas été ressortis de l'épargne. Ça représente environ 0,5% de l'épargne des Français. Donc, ça veut dire que la finance solidaire en France, c'est tout petit, c'est moins d'1%, et ça montre qu'on a une grande marge de manœuvre pour pouvoir augmenter les encours, donc l'épargne des gens, hein, l'épargne que les gens placent sur différents canaux, ce que je vais expliquer un peu plus tard. Voilà, ça représente tout juste 0,5% des montants investis. En 2023, le flux, donc l'augmentation de ces encours, il était environ de 700 millions d'euros. C'est une baisse par rapport aux années précédentes. Il y a eu un frein, peut-être à cause des conditions économiques, mais c'est toujours en croissance depuis 10 ans. Voilà. Concrètement, donc, comment on fait pour investir dans la finance solidaire? Eh ben, il y a plusieurs canaux. Donc, un gros canal, le plus important en France, c'est ce qu'on appelle l'épargne salariale solidaire. Sur les 30 milliards d'encours dont je vous ai parlé, ça représente à peu près 18 milliards. Et donc, l'épargne salariale solidaire, ça consiste à orienter l'intéressement des salariés dans des programmes d'épargne salariée qui sont réinvestis dans la finance solidaire. Alors, les outils qu'on utilise pour faire ça, c'est des plans d'épargne d'entreprise ou des PER. Voilà, c'est assez connu. Donc, en fait, les salariés, ils touchent des primes. Ces primes, elles sont placées sur des fonds. Ces fonds, c'est des PER, etc. Et ces PER, ils sont réinvestis dans la finance solidaire par la sélection, donc, soit d'entreprises directement, soit de fonds qui eux-mêmes investissent en finance solidaire. Donc, c'est un canal important de collecte d'encours pour la finance solidaire, pardon. Voilà, l'épargne salariale, c'est un gros morceau. Ensuite, vous avez l'épargne bancaire. Donc, c'est une deuxième section de la finance solidaire, des moyens d'investir en finance solidaire. Donc, l'épargne bancaire, bah, c'est les PEA, c'est les comptes à terme, c'est tout l'argent qui est placé auprès d'institutions financières qui est réinvesti dans des projets remplissant les conditions de la finance solidaire. Donc là, on est déjà sur un canal des marchés financiers. Comment on sait si un investissement il est solidaire ou non? Ils ont créé pour ce périmètre, donc pour l'épargne d'investissement solidaire, ils ont créé un label qui s'appelle Finansol et qui, donc suivant une liste de critères, qui permet en fait d'identifier quels fonds, donc des fonds, c'est des structures, c'est des véhicules d'investissement qui collectent de l'argent et qui le placent, donc quels fonds sont solidaires, donc c'est-à-dire qui remplissent les conditions de la finance solidaire. Donc il y a un label pour ça, il y a quelques fonds en France qui ont ce label, et donc ça permet de flécher l'épargne d'investissement vers ces fonds-là. Ensuite, vous avez une troisième modalité qui est un peu plus petite, mais qui est tout aussi intéressante. On appelle ça l'épargne de partage. Donc, ça consiste à orienter une partie des rendements qui ont été faits dans la finance classique, donc sur les projets qui ne sont pas de la finance solidaire. Ces rendements, on les récupère et on oriente tout ou partie vers la finance solidaire. Donc, le gras ou la marge qui a été obtenue sur des investissements est réorientée vers la finance solidaire pour contribuer à un mieux-être social. Donc ça, c'est les deux gros canaux qui existent. Et ensuite, vous avez un troisième canal qui est plus confidentiel. Ça s'appelle l'actionnariat solidaire. Donc, ça consiste pour les particuliers ou les entreprises ou n'importe quelle structure qui souhaite placer des fonds dans la finance solidaire. Ça consiste à investir dans une société, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est tout un champ c'est tout un domaine d'activité qui regroupe des associations, des entreprises, des coopératives qui ont une finalité sociale prédominante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises de l'ESS, elles ne cherchent pas forcément à faire de la marge, du rendement, mais elles ont une vocation sociale importante. Donc là, il y a par exemple des foncières immobilières. Il peut y avoir des ESAT, il peut y avoir des associations qui aident à la réinsertion professionnelle. Il y a tout un pan de l'activité française qui est dans cette économie sociale et solidaire. Ça représente à peu près 10% des salariés en France quand même.
donc c'est pas négligeable. Et donc voilà, vous pouvez investir dans une société pour faire de l'actionnariat solidaire. En l'occurrence, dans la foncière Cervère, c'est ce qu'on fait. On reçoit des investissements de particuliers et d'entreprises qui souhaitent investir. Donc nous, on est sur deux périmètres, sur les trois que j'ai décrits initialement. Donc, donc dans la finance durable, vous avez la finance responsable, vous avez la finance verte et vous avez la finance solidaire. Nous, chez Server, on est à la fois dans la finance solidaire et à la fois dans la finance verte. Par nature, en fait, on achète des forêts, donc on protège l'environnement. Et finance solidaire parce que on s'attelle à mieux rémunérer les bûcherons et les prestataires qui travaillent en forêt. Voilà. Et ensuite aussi, on compte dans la finance solidaire tous les dons qui sont faits à des associations ou des structures de la finance solidaire. Donc, vous avez, là, c'est plus des investissements, c'est carrément de l'argent qui est donné. C'est un peu moins de 100 millions d'euros cette année en France. Donc, pour résumer, l'objectif recherché de la finance solidaire, c'est de favoriser la réinsertion, la solidarité internationale, de lutter contre le chômage, contre le mal logement. En gros, c'est d'essayer d'apporter une plus-value non financière à la société. Euh, voilà, donc ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous distinguer un peu la finance solidaire de la théorie économique classique. Il faut savoir que les investissements financiers, en général, c'est des arbitrages entre un risque et un rendement espéré. Et ce qui est intéressant dans la finance solidaire, c'est que ça introduit une autre dimension dans les choix d'investissement. C'est des décisions, enfin, c'est des critères extra-financiers. Et donc, le rendement financier, il passe au second plan. Ce qui est plus important quand on fait un investissement dans la finance solidaire, c'est la finalité de l'investissement et ses conséquences sur la société. Et du coup, on met un peu de côté la rentabilité. Alors, ça ne veut pas dire que les investissements qui sont faits en finance solidaire ne sont pas rentables et ce pas des projets qui sont viables, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on ouvre son prisme de décision pour ajouter des critères distincts du rendement financier pur. Alors, moi, je trouve ça un peu ironique parce que c'est un peu assumer que les investisseurs, ils sont irrationnels. Si on suit la théorie classique de l'investissement, pour rappel, il est dit dans la théorie classique que les investisseurs sont rationnels et que du coup, ils font des décisions rationnelles lors de leur investissement. Donc, ils font une évaluation risque-bénéfice et ils choisissent toujours l'optimum. Et du coup, c'est ironique parce que dans la finance solidaire, en fait, on touche à un angle mort du capitalisme, c'est-à-dire qu'on a du mal à évaluer les externalités non financières et du coup, pour l'instant, on ferme les yeux, on ne les prend pas en compte, sauf dans la finance solidaire où justement on cherche à donner du sens à son investissement. Euh, et du coup, ça casse un peu la logique financière classique. Voilà. Je veux bien répondre aux questions s'il y en a sur la présentation que je viens de faire. Ouais. Sinon, je laisse la main. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vous pouvez tous poser vos questions directement dans le chat. Là, tout de suite, il n'y en a pas, Thibaut, mais s'il y en a, je te ferai signe. Euh, et donc, on peut enchaîner avec Vincent. Toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu peux nous dire pourquoi la finance solidaire est de plus en plus considérée comme une réponse aux crises environnementales et sociales qu'on traverse aujourd'hui par rapport à ce qu'a dit Thibaut, justement? Ouais, bah, Thibaut a dressé un beau panorama de ce qu'est la finance solidaire et plus généralement la finance durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la finance solidaire, c'est très lié à l'économie sociale et solidaire, qui a un cadre juridique qui existe quasiment qu'en France. Enfin, c'est un truc assez particulier en France et qui s'est créé historiquement autour du social. Et ça a beaucoup été créé autour de tout ce qui est logement social, tout ce qui est problématiques sociales et de plus en plus de gens se rendent compte que il y a un lien entre crise environnementale, crise sociale et donc dans le cadre de l'ESS, il y a beaucoup de structures qui, comme Cerver ou comme FEV, s'intéressent à la fois à ces problématiques avec un double objectif qui est de répondre à des enjeux à la fois sociaux et environnementaux. Et quand on regarde plus précisément les foncières solidaires qui ont été créées sur les dernières années. Parce que les foncières solidaires, c'est un moyen d'investir en direct dans l'économie sociale et solidaire, et c'est une typologie d'investissement qui est de plus en plus
déployée. Historiquement, il y avait une foncière solidaire qui était la plus connue et qui existe depuis le plus longtemps, c'est la foncière solidaire d'habitat et humanisme, qui permet de financer des projets d'habitat social dans dans des appartements, des maisons de façon diffuse, c'est-à-dire un peu au milieu de d'autres habitats non forcément sociaux. Et là, sur les 5 à 10 dernières années, il y a je connais au moins entre 20 et 30 foncières qui se sont développées, des foncières qui se placent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et qui lèvent de l'argent auprès à la fois d'investisseurs particuliers et et de fonds qui sont des fonds qui financent spécifiquement l'ESS via ce dont parlait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire l'épargne salariale. Donc, in fine, c'est deux moyens de financer un petit peu la même chose parce que ça va financer l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a aujourd'hui des foncières qui vont permettre de financer au-delà des logements sociaux, des logements pour les personnes âgées, soit à domicile, soit en collectif, la rénovation énergétique, qui va financer l'agriculture, les forêts. Et donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être enfin, des changements dans nos façons de voir ces différents domaines-là qui peuvent être traités par ces foncières solidaires. Et donc, quand je parle de foncières solidaires, c'est souvent des foncières qui font partie donc de cette finance solidaire et qui ont très souvent ce label Finansol dont Thibaut parlait aussi tout à l'heure, qui est un label indépendant et qui est à la fois un label et qui est aussi une association. Et l'association essaie de faire du lobbying pour essayer euh, bah, de, de, de promouvoir cette finance solidaire, ce qui a plutôt pas mal marché sur les 15 dernières années, parce que bon, ça représente encore ça représente pas grand-chose, hein, parce que je crois que c'est 0,5 ou 1%, là, c'est ce que disait Thibaut. Donc c'est encore pas beaucoup, mais c'est une progression de 10 à 15% tous les ans. Donc ça progresse plus vite que la finance classique. Et l'objectif, c'est d'essayer de la faire progresser encore plus vite, ce à quoi on participe à la fois côté Cervère et côté FEV avec nos initiatives euh, particulières. Merci Vincent. Du coup, on peut passer du côté des solutions. On parle de toutes ces foncières qui œuvrent pour beaucoup de choses. Du côté FEV, comment on permet aux investisseurs de soutenir des projets agricoles? Comment FEV fait pour permettre aux investisseurs, pardon, de soutenir des projets agricoles tout en répondant aux enjeux environnementaux? Ouais, alors en fait nous on s'est intéressé au monde agricole avec ce prisme de vouloir essayer d'accélérer la transition agroécologique et en s'intéressant à ce qui se passait en France, on s'est rendu compte que il y avait un, un, un gros sujet de renouvellement de génération avec la moitié des agriculteurs qui sont en âge de partir à la retraite dans les prochaines années, dans les 5 à 10 prochaines années. Et on s'est dit qu'un bon moyen d'essayer de changer les pratiques sur des fermes, c'était d'agir au moment du changement d'exploitant. Et donc au moment de ce renouvellement de génération qui se fait au moment où l'agriculteur part à la retraite. Parce que c'est plus facile de changer de pratique à ce moment-là plutôt qu'après 10 ans, surtout quand on investit sur du matériel et des équipements qui ne sont pas forcément adaptés à de nouvelles pratiques. Et donc, on s'est intéressé à l'installation, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros sujet de financement du foncier agricole, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à s'installer en agriculture, qui ne sont pas des enfants d'agriculteurs, et qui sont des personnes comme ils ne sont pas enfants d'agriculteurs, ne vont pas hériter des terres de leurs parents. C'est à peu près deux tiers des personnes qui cherchent à s'installer aujourd'hui. Et donc, ces gens-là, s'installer en agriculture, ça coûte cher. Et, juste pour donner quelques chiffres, hein, la ferme moyenne en France, c'est 70 hectares. L'hectare moyen coûte 6 000 euros. Donc, si je fais cette multiplication, ça fait 420 000 euros. Vous rajoutez quelques bâtiments, ça va être encore quelques centaines de milliers d'euros. Et puis, un peu de matériel d'équipement, on parle encore de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, l'ordre de grandeur d'une personne qui s'installe aujourd'hui, c'est 1 million d'euros. C'est un ordre de grandeur, hein. On peut partir de 200 000 euros à 3 millions. Mais on va dire que c'est un ordre de grandeur qui est quand même assez important. Et donc, ces personnes qui cherchent à s'installer n'y arrivent pas
parce que sans apport conséquent, les banques ne vont pas leur prêter pour pouvoir s'installer. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire avec notre foncière, c'est de financer le foncier agricole pour faciliter ces installations. La personne qui cherche à s'installer, n'ayant plus qu'à financer grâce à des banques ou du financement participatif, et souvent un peu les deux, tout ce qui est matériel, équipement. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire depuis maintenant 3 ans, avec ce double enjeu hein, qui est d'essayer de répondre à cette problématique de renouvellement des générations et cette problématique environnementale, puisqu'on va financer que des projets qui sont conformes à une charte assez ambitieuse sur ces enjeux environnementaux. Et donc, depuis 3 ans, on a aujourd'hui financé une trentaine de fermes pour une cinquantaine d'agriculteurs et agricultrices qui sont installés un petit peu partout en France, avec plutôt des projets dans l'Ouest jusqu'à présent, parce que on a plutôt commencé dans l'Ouest, donc on a beaucoup de projets qui sont entre la Normandie au nord et l'Occitanie au sud. Et l'objectif de l'année prochaine, c'est de commencer à déployer un peu des projets sur le reste de la France, mais on a besoin d'avoir une présence locale et aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de présence sur l'est de la France, donc ça va se faire petit à petit. Merci Vincent. Thibaut, du côté serveur, est-ce que tu peux nous présenter Serveur tout simplement et nous expliquer comment vous parvenez à mobiliser des fonds pour acquérir et gérer durablement des forêts? Et j'en profite parce qu'il y a aussi une question de Jacques qui a été posée tout à l'heure parce qu'il est allé sur votre site et il voyait qu'il y avait la mention de foncière et d'association. Et donc, si tu peux lui répondre sur cette différence-là aussi. Oui. Donc du coup, hop, donc Server, c'est plusieurs structures. Je vais les présenter juste après. Là, je voulais juste vous faire un petit laïus sur la forêt française. C'est 17 millions d'hectares, à peu près 30% du territoire. La forêt française gagne du terrain avec le réchauffement climatique. Elle parvient à grimper, elle parvient à grimper en montagne, là où avant c'était difficile à cause de la température et des conditions atmosphériques de pousser. Elle arrive à gagner en surface là-haut. Par contre, elle perd un peu de surface au niveau des plaines. Je vous rappelle qu'il y a un objectif de zéro artificialisation des sols en France, mais on voit souvent des terres agricoles qui sont sacrifiées et sur les terres agricoles, il y a parfois des forêts. Donc, c'est un vrai problème. On gagne de la forêt en hauteur, on en perd dans les plaines. Voilà. Il y a, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très morcelé, la forêt française. Il y a 25% qui appartient à l'État et aux collectivités locales, et il y a 75% qui appartiennent aux Français. Ça représente à peu près donc, 3 millions de propriétaires, et parmi ces 3 millions, on a 2 millions qui ont moins d'un hectare. Donc c'est un morcellement énorme, ça a des conséquences sur toutes les structures comme la nôtre qui essayons de regrouper du foncier forestier. Euh, il y a un problème avec le changement climatique en France. Il y a de la mortalité importante sur de nombreuses essences qui sont plus adaptées soit au climat, soit à l'altitude à laquelle ils ont été plantés. Et ensuite, il y a la moitié des forêts qui sont exploitées en termes de volume, c'est par la coupe rase. Et donc, du coup, ça répond, en fait, le projet Server répond à un de ses besoins qui est d'éviter la surexploitation et la mal-exploitation. Pour résumer, on n'a pas de problème de déforestation en France, mais on a un problème de malforestation. Et c'est justement ce à quoi cherche à répondre Server. Donc, comme je vous le présente, on a d'un côté une association et d'un autre côté une foncière. Les deux structures ont des finalités très différentes. Donc, la foncière, par définition, elle sert à porter les actifs forestiers. Donc, on achète avec la foncière des forêts et on les gère ou on les fait gérer quand on n'est pas, quand c'est des forêts qui sont un peu éloignées de nos gestionnaires actuels. Et ensuite, on a une association qui est chargée donc, de la préservation et restauration des écosystèmes, qui fait toutes les activités en forêt. Donc, elle organise, elle fait participer les associés et les adhérents de l'association. On anime aussi des branches locales. Donc, on a découpé la France en branches locales dans les zones où on a les forêts. Et ça nous permet donc d'animer une communauté, soit d'associés, soit d'adhérents, qui souhaitent contribuer à la préservation des forêts. Donc, on a plein d'activités. Ça peut être des activités liées à l'environnement, ça peut être des activités liées à la gestion forestière, ça peut être des activités culturelles aussi. Par exemple, on a eu des balades comptées par des artistes en forêt.
Ils se baladaient en forêt, et voilà, ça permettait d'avoir une relation supplémentaire avec la forêt. Donc ça, c'est l'association qui s'en occupe. Et la foncière, c'est vraiment l'outil pour pouvoir répondre aux enjeux du changement climatique, de la gestion forestière en France, du moins sur les quelques hectares qu'on a. Donc voilà, on a quelques hectares euh, en, en achat. Et on a quasiment 350 associés qui nous ont rejoints. Capital, il est à peu plus de 1 million 5. Et donc, notre objectif, c'est d'acheter des forêts et de les gérer. On appelle ça à couvert continu et de façon irrégulière. Donc, à couvert continu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de coupe rase. On ne coupe pas tous les arbres sur un îlot. On prélève en général au maximum, et c'est déjà beaucoup, 30%. En général, on prélève entre 10 et 20, mais on s'est fixé un maximum à 30, ce qui permet de ne pas taper trop fort dans le capital forestier et de lui laisser la possibilité de se régénérer ou de continuer à croître. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour la présentation de notre structure. Et pour répondre à la question, donc voilà, on a plusieurs structures qui nous permettent aussi d'avoir des subventions qui sont réservées qu'aux associations, d'avoir des subventions qui sont réservées uniquement aux professionnels forestiers. Et donc, du coup, on répond à plusieurs besoins en même temps, le besoin de placer son argent avec la foncière et le besoin de s'impliquer dans la gestion forestière et ou dans les activités en forêt dans le cadre de la préservation des écosystèmes avec l'association. Merci Thibaut. J'en profite pour poser une question de Gilles qui demande quelle est la grande différence entre la foncière et un GFI et qui demande par la suite s'il y a une ambition de développer votre propre parc forestier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire développer son propre parc forestier? Il faut juste me préciser que je puisse bien comprendre la question et je vais répondre aux autres questions qui ont été posées. Donc nous, historiquement, on était un groupement forestier. La foncière était un groupement forestier. Ce qui s'est passé, c'est que le groupement forestier, c'est une société civile. Et donc, ça a des conséquences juridiques qui est que la responsabilité des associés qui investissent dans cette structure civile est indéfinie, et illimitée, si vous préférez. Donc, vous mettez 1 000 euros. Si jamais il y a un incendie sur une de nos forêts ou un accident, un arbre qui tombe sur un passant ou qui détruit des lignes électriques, etc., etc., il peut y avoir une difficulté d'assurance, les associés peuvent devoir payer euh, pour, euh, pour comment dire ça. On peut être jugé responsable et devoir payer plus que ce qu'on a apporté dans la structure. Ce qui n'est pas le cas avec une foncière, qui est une société privée. Là, vous êtes limité à votre apport. Donc, en fait, on a changé de type de structure pour limiter le risque pour nos investisseurs. Voilà. Donc ça, c'est pour le GF. Et vous m'avez parlé d'un GFI, donc un groupement forestier d'investissement. Ça, c'est encore un autre type de structure juridique qui est plus lié au canal bancaire. En gros, quand vous êtes un GFI, vous avez un agrément de l'AMF. Donc, c'est un type de fonds qui est très spécifique, qui sert à investir en forêt. Vous avez besoin d'un agrément de l'AMF et avec cet agrément, vous pouvez être distribué dans les réseaux bancaires. Donc nous, on n'a pas choisi cette voie parce qu'on avait besoin de plus de flexibilité et on a préféré une foncière. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des informations sur le Écoute, capital forestier? oui, alors Gilles a répondu que c'était donc étendre vos terres et en racheter d'autres. Ah oui, C'était oui, oui. Ah bah, en fait, tous les jours, là, depuis 2020, on est en recherche active. On a un comité forêt. Donc, en fait, comment ça se passe? Soit les gérants de la foncière, soit les adhérents des branches remontent des opportunités d'achat. Ensuite, on fait une analyse documentaire, donc à partir des documents de gestion forestière, à partir de géoportail, à partir de toute information d'analyse qui nous paraît adéquate. On fait une première analyse et on décide si on y va ou si on n'y va pas. Si on y va, on passe en comité ensuite. Donc, on a un comité de personnes qui sont issues du monde forestier. Et dans ce comité, en fait, on va décider si on fait une offre, à quel prix et sous quelles conditions. Et donc, on a un portefeuille de forêt, donc actuellement à 90 hectares, et il y a 70 hectares qui sont en cours de signature chez les notaires, et on a encore, je sais pas, 250 hectares qui sont à l'étude. Voilà.
Donc, c'est notre mission. Nous, en fait, on collecte des fonds et notre objectif, c'est de les placer dans la forêt, soit sur des forêts qui ont aucune capacité de production. Donc, on sait que c'est des forêts à vocation environnementale, par exemple, qui sont logées dans un cours d'eau ou dans une vallée et les essences n'intéressent pas le marché. Donc, on va décider de les conserver telles quelles. On a par exemple acheté une forêt dans les Alpes. Cette forêt, en fait, elle est sur deux étages. Il y a une montagne qui les sépare avec une falaise. On a décidé, par exemple, d'exploiter que la partie basse et on ne touche pas à la partie haute parce qu'il y a différents oiseaux qui habitent là-haut. Et puis, le capital sur pied, on préfère le préserver en haut. On laisse tout là-haut. Et donc, voilà, c'est un exemple de décision qu'on a prise pour pouvoir atteindre nos objectifs environnementaux et financiers en même temps. Et après, on a d'autres forêts qui sont fléchées vers la production de bois, parce qu'en en fait, chez Server, on ne cherche pas à sanctuariser les forêts. Ce n'est pas notre objectif. Nous, on n'est pas une association ou une société qui a vocation à mettre sous cloche ou à protéger de l'exploitation forestière des forêts. Notre objectif, c'est de prendre en compte le fait on a besoin de bois dans le cadre du changement climatique ou plutôt de l'adaptation au changement climatique pour pouvoir construire. Parfois, il vaut mieux utiliser du bois que du béton. Et donc, on a conscience que la forêt est une ressource pour pouvoir répondre aux enjeux de l'avenir. Mais en même temps, on sait que voilà, c'est les poumons de la France, c'est ce qui nous permet de stocker du carbone, c'est ce qui nous permet d'abriter la biodiversité, c'est ce qui nous permet de nous chauffer, de nous loger. Donc, on essaye d'allier les objectifs de production de bois et les objectifs de préservation des milieux. Euh, voilà. Ok, merci Thibaut. J'ai deux autres questions pour Oui. toi. La première de Bernard qui demande quel est le prix moyen des forêts et la deuxième de Yann qui demande quelle est la surface minimum pour une forêt. Oui, alors initialement, on avait une surface minimum de 10 hectares. On ne voulait pas acheter en dessous pour des raisons de gestion. C'est-à-dire, moi, quand je me déplace dans une forêt, pour rappel, un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc, 10 hectares, c'est 100 mètres sur 1 kilomètre. Donc, c'est pas beaucoup à l'échelle de l'exploitation forestière. C'est-à-dire que le jour où on décide d'exploiter, même en prélevant 20% du capital, il faut faire venir un bûcheron, il faut faire venir un tracteur pour débarder. Ensuite, il faut faire venir un grumier. Du coup, pour quelques stères de bois, c'est pas forcément viable d'un point de vue écologique. Ça fait beaucoup de CO2 pour pas beaucoup. Donc, on a décidé de ne pas acheter au-dessus de 10 hectares. Et là, depuis 3 mois, on est passé à un seuil de 30 hectares parce qu'en fait, on a fait l'acquisition de parcelles de 10, 15, 20, 10, 15, 20, parfois 7. Et on s'est rendu compte que du coup, c'était bien pour commencer parce que le marché du bois, de la forêt est très difficile. Parce que pour les petites surfaces, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de particuliers qui veulent avoir leur coin de forêt. Par contre, si pour les grosses surfaces, cette fois-ci, c'est les banques, les grosses institutions financières qui placent leur argent et donc du coup, c'est intouchable pour nous. Donc nous, on essaye de vivre là entre 10 et 100 hectares. On essaye de faire des placements sur cette zone-là pour aussi pouvoir rationaliser un peu les efforts qui sont liés à l'exploitation forestière. Voilà. Super, merci. On a une question aussi d'Annie qui demande, enfin qui dit qu'elle a une parcelle de sapin disponible et elle demande si en fait elle pourrait rentrer dans la foncière pour y être gérée. Oui, alors il y a deux modalités. Alors il faut voir après quelle surface c'est. Est-ce que c'est près d'îlots qu'on a déjà dans un massif forestier? Il y a deux modalités. Soit nous on achète la forêt si ça nous intéresse, soit elle peut faire un apport en nature. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, je prends un exemple, 10 000 euros d'investissement, elle peut apporter sa forêt, elle fait un transfert de propriété à notre structure et ensuite on peut la piloter en fonction de ce qu'il y a sur cette forêt. Donc ça dépend vraiment de où elle se trouve, l'essence qui est présente. Est-ce qu'il y a des ruisseaux? Est-ce qu'il y a des vieux arbres? Est-ce qu'il y a des arbres qui sont morts sur pied? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses à évaluer, mais c'est notre responsabilité, c'est notre mission. Oui. Merci. Je crois qu'on a fait le tour du côté des questions auprès de Servère. N'hésitez pas si vous en avez d'autres à les poser, on y répondra après. On peut passer sur la question avantages et risques que ça représente en termes d'investissement.
Vincent, Thibault, comme vous voulez, pour parler un petit peu des avantages fiscaux et des autres incitations pour les particuliers ou des institutions qui choisissent d'investir soit dans FEV, soit dans Cerver. Comment ça se passe? Peut-être Vincent, vas-y, commence. Ouais, alors l'avantage, il y a un avantage fiscal à l'investissement dans la foncière de FEV qui est lié à l'investissement dans une société qui a agréé ESUS. L'agrément ESUS, c'est l'agrément de l'économie sociale et solidaire. Et il donne droit à 25% de réduction d'impôt pour les gens qui investissent dans la foncière. Ça marche pour les personnes physiques, ça marche pas pour les personnes morales. Et l'autre avantage fiscal au-delà de cette réduction d'impôt, c'est le fait que bien que le foncier agricole soit considéré comme de l'immobilier, ça ne rentre pas dans l'assiette de calcul pour l'impôt sur la fortune immobilière. Et ça, c'est lié aussi à l'agrément ESUS qui donne droit à ces incitations fiscales. Euh, tu posais la question que pour les avantages ou les risques aussi, enfin Les risques, on pourra on en en parlera plus reparler tard. après, mais oui, on pourra en reparler après aussi, mais Ouais. Et je vois enfin, tant que j'ai la parole, je vois une question de Nicolas sur les différences avec ce que fait Terre de Liens. La différence majeure entre ce que fait Terre de Liens, qui est une autre foncière. Alors Terre de Liens, c'est aussi une asso, une foncière, une fondation. Mais entre la foncière Terre de Liens et la foncière de Fèves, elle est principalement à destination des agriculteurs. C'est-à-dire que nous, avec Fèves, quand on va acheter des terres agricoles, qu'on va les mettre à disposition de personnes pour s'installer en agroécologie, on va leur mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat. Et donc, on leur donne la possibilité de devenir propriétaires à terme s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité financière. Ce qui n'est pas le cas de Terre de Liens qui ne souhaite pas donner cette option d'achat et qui, une fois que les terres sont achetées par la foncière Terre de Liens, en reste propriétaire et donc les agriculteurs restent locataires. C'est principalement pour des raisons enfin, c'est des raisons plutôt politiques et de volonté de ne pas donner cette option d'achat, avec la volonté de sortir les terres agricoles de la propriété privée. Nous, on n'a pas d'opinion très tranchée là-dessus, mais ce qu'on se dit, c'est que si on peut, enfin, si des agriculteurs veulent s'installer sur des projets en agroécologie qui sont très intéressants de ce point de vue-là et qu'ils veulent devenir propriétaires à terme de leur ferme, on n'y voit pas vraiment d'inconvénient, d'autant plus que ça permet de récupérer de l'argent pour permettre à d'autres de pouvoir s'installer. Et donc voilà, donc c'est la différence principale qu'il peut y avoir entre ce qu'on fait et ce que fait Terre de Liens aujourd'hui. Oui, concernant Server, donc nous, on a fait la demande de l'agrément ISUS, mais c'est vrai que cet agrément, il était plus historiquement orienté pour l'utilité sociale. Nous, on est une structure donc, qui prend en compte l'utilité sociale dans la mesure où on soutient les professionnels forestiers, bûcherons, débardeurs, en leur assurant une rémunération juste. Et aussi, on a principalement une vocation environnementale. Et donc, on a fait la demande de l'agrément ISUS pour avoir 25% de réduction d'impôt euh, sur l'investissement qui est réalisé. Euh, oui, oui, pardon. Donc, du coup, c'est 25%. En fait, il faut se dire, si vous investissez 10 000 euros, ça vous permet d'avoir un rendement immédiat. Donc, vous investissez 10 000 euros et vous paierez 2 500 euros de moins d'impôts. Donc, c'est comme si vous avez fait un rendement immédiat de 25%. Et donc, c'est comme ça aussi que nous, on peut se permettre de placer notre argent, enfin l'argent qui nous a été confié, sur des projets qui ne sont pas forcément tous rentables. J'ai des exemples de forêts, on sait qu'on ne va pas produire de bois. Et donc, on a quand même fait cet investissement parce qu'il y avait un intérêt écologique. Et donc, on se repose sur cette avantage fiscal, enfin, sur cet rendement immédiat qui est fait par l'investisseur pour pouvoir aussi cofinancer des investissements qui sont moins rentables que d'autres. Voilà. Thibaut, tu as encore quelques questions. Il y en a une première sur le modèle de rémunération de Server. Quel est-il? Et après, il y a Pascal qui demande quand est envisagé d'avoir cet agrément ESUS. Ah ben donc en fait nous on a fait je réponds à l'ESUS tout de suite, on a fait la soumission il y a 2 mois, donc en théorie on l'a si on ne reçoit pas de courrier qui nous dit le contraire. Donc l'agrément ESUS il a été soumis en septembre et
comment, attribué s'il n'y a pas de réponse de l'État. Donc voilà, ça se passe bien pour ça. Pour l'instant, on n'a pas reçu de courrier, donc tout va bien. Sinon, on répondra au courrier s'il y a des questions, des précisions, parce qu'en fait, comme je vous le disais, le dossier n'est pas spécifiquement fait pour les structures qui ont une vocation environnementale. Ça rentre en compte, mais ce n'est pas leur critère favori. Donc, on a pu compléter le dossier sur ces deux dimensions, sociale et environnementale. On pense qu'on aura l'agrément sans difficulté. La deuxième question qui m'était posée, c'était sur les, Celle de rémunération. oui, rémunération. Bah, écoutez, nous, en fait, on est propriétaire, donc les citoyens sont propriétaires des forêts. La rémunération, elle vient par le prélèvement de bois. Donc, en fait, il y a plusieurs types de prélèvements qui sont faits, sans rentrer dans les détails trop de la gestion forestière, à couvert continu, irrégulière. Pour faire simple, on prélève les sujets qui sont bien droits pour faire du bois d'œuvre. Et si on ne peut pas faire ça, on va essayer de prélever les sujets qui sont autour de ceux qui ont un potentiel de bois d'œuvre pour faire d'autres usages. Donc, ça peut être du bois de chauffage, ça peut être d'autres applications bois. Et donc, en fait, on fait un travail sur la forêt. Donc, on définit une zone dans laquelle on va récolter du bois parce qu'on a estimé qu'il y avait suffisamment de volume de bois pour pouvoir en prélever. Et dans cette zone, on va faire du pied à pied. On va parcourir l'ensemble de l'îlot qu'on a décidé d'exploiter et on va sélectionner les arbres en regardant chaque arbre et les arbres qui l'entourent. Et donc, en fait, on va se rémunérer sur la vente de bois qui va être réalisée desquels donc on fait du chiffre d'affaires agricole qui consiste à vendre du bois qu'on aurait coupé sur nos propriétés. On va déduire les frais d'exploitation. Il faut compter à peu près 40 à 50% du chiffre d'affaires qui est déduit en frais. C'est le salaire du bûcheron, c'est le salaire du débardeur, donc c'est celui qui est chargé de transporter les bois depuis le cœur de la forêt jusqu'à des places de dépôt. On a des règles très strictes d'ailleurs sur le transport du bois entre la forêt et les places de dépôt. On définit ce qu'on appelle des zones de débardage, des pistes de débardage, et on interdit aux tracteurs de rouler hors de ces pistes. Et donc, il faut qu'il utilise tout un système en général de câbles pour pouvoir tracter le tronc sur la piste et puis après l'emmener jusqu'à la place de dépôt. On fait ça pour protéger la forêt parce qu'en fait, si vous ne faites pas des règles de circulation, en fait, les tracteurs peuvent circuler, ils vont aller au plus simple, ils vont aller jusqu'à la grume et la prélever. Et du coup, ça tasse le sol, ça peut abîmer d'autres arbres. Donc, on a des règles assez strictes, un cahier des charges précis qu'on transmet à la fois au bûcheron et à la fois au débardeur. Et donc, on va se rémunérer sur la vente de bois. On a aussi quelques activités de service, mais pour l'instant, c'est assez balbutiement. C'est des activités de service qui conseillent à faire des prestations de gestion forestière sur des petits îlots, mais ce n'est pas notre revenu principal. En ce qui concerne l'association, elle fonctionne sur les dons et on a tout un programme de parrainage d'arbres. Donc en fait, dans nos forêts servères, on a identifié des chênes de 120 ans, des châtaigniers, des aulnes, des arbres qui ont un micro-habitat qui est énorme avec des cavités, des champignons, de la mousse, des rongeurs. Et ces arbres-là, on les a marqués comme bio, environnementaux. Et donc on a fait un marquage indélébile dessus et on les conserve et on va les prendre en photo, les mesurer, les suivre dans le temps et les mettre en parrainage. Donc, en fait, des particuliers peuvent décider de parrainer un arbre et donc nous, on va leur flécher ce don, ce parrainage vers tel ou tel arbre et ça leur permet de donner du sens à ça. On travaille aussi avec des pompes funèbres parce qu'en fait, dans le cadre des pompes funèbres, il y a beaucoup de gens qui cherchent à donner du sens, à, à la fin de vie de certaines personnes de leur famille. Et il y a des gens qui commencent à prévoir le parrainage d'arbres spécifiquement pour signaler dans un milieu forestier la mémoire d'un être qui est parti. Voilà. Donc, c'est un autre mode de financement qu'on a mis en place. Pour l'instant, on fonctionne avec des pompes funèbres de Lyon et on est en discussion avec d'autres pompes funèbres. Et donc, ça permet aux gens en fait, vraiment de créer du lien avec la forêt. Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'on voit la forêt comme autre chose que l'endroit où on va aller faire une coupe rase. Euh, c'est un autre mode de financement qu'on est en train de mettre en place spécifiquement pour l'association. Merci Thibaut.
Il y a une dernière question qui peut concerner du coup les deux foncières. Ce serait la partie modalité et délai de sortie des foncières si besoin. Comment ça se passe, à quel moment? Ouais. Alors, je vais essayer de répondre en ce qui nous concerne. Les associés qui investissent dans Cervère, dans la foncière, ils ont conscience que l'investissement qui est fait va être placé en forêt. Et donc, moi, j'étais un fervent défenseur depuis le début des structures, de dire aux associés, le placement que vous faites, comme tout placement financier, en théorie, vous devez vous définir un horizon d'investissement. Ce que je voulais faire, c'était le caler, essayer de lier, de corréler le temps de la forêt avec la durée de l'investissement. Donc moi, j'étais un fervent partisan d'un blocage des fonds pendant au moins 10 ans, parce qu'en fait, 10 ans à l'échelle de la forêt, c'est pas grand-chose. Mais on a trouvé un consensus, on s'est mis d'accord pour qu'il y ait une possibilité de sortie uniquement à partir de la cinquième année. Ce qui correspond en fait à un investissement moyen-long terme dans la finance classique. Donc ça, on permet à tous les associés de sortir. Il faut juste qu'ils attendent 5 ans parce que pourquoi? Donc un, c'est caler sur le temps de la forêt et deux, c'est aussi se dire que nous, on va prendre du temps. Il faut compter environ 18 mois entre le moment où on a des fonds et le moment où on est capable de les placer en forêt parce qu'il faut chercher les forêts, visiter les forêts, définir un prix, négocier l'acquisition, aller chez le notaire une première fois, signer l'acte authentique et ensuite, il faut encore au moins un an pour pouvoir commencer à réfléchir à l'exploitation. Donc, le temps, le cycle pour nous est long. Et donc, 5 ans, c'est vraiment la durée minimale qu'on s'est fixée. Voilà. Et chez nous, on a des durées, enfin, sur le monde agricole, on a des durées qui sont à peu près équivalentes, c'est-à-dire que c'est le temps de développement d'une exploitation agricole est assez long. Après, on a conscience aussi du fait que enfin, investir de l'argent en bloquant l'argent longtemps, c'est compliqué. Donc, on a essayé de trouver des moyens de concilier toutes ces contraintes. Et donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau de la foncière, c'est que donc les fonds sont bloqués vraiment statutairement pendant 3 ans. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous bénéficiez de la réduction d'impôt, bah, vous êtes tenu de conserver les parts pendant 7 ans. Parce que sinon, vous devez rembourser la réduction d'impôt. Donc, ça crée une sorte de blocage, en tout cas, sur quasiment 7 ans. Et après, au niveau de la liquidité, ce qu'on a fait, c'est qu'on organise cette liquidité au niveau de la foncière. Et ça, en fait, on a l'appel au public de fonds particuliers se fait dans le cadre d'un prospectus qu'on a déposé à l'AMF qui nous demande justement pour permettre cette liquidité de conserver une part de liquidité au sein de la foncière. Donc 15% des sommes qu'on collecte sont conservées en trésorerie disponible de façon à pouvoir répondre aux besoins de liquidité qu'il peut y avoir d'une année sur l'autre. Et ça permet aux gens qui souhaitent désinvestir de pouvoir le faire tous les ans. Et concrètement, on donne une fenêtre de sortie tous les ans. C'est-à-dire que les gens doivent demander avant la fin de l'année de pouvoir, enfin, s'ils veulent sortir. Et la sortie, elle est effective le lendemain de l'AG, enfin, dans la semaine qui suit l'AG qui valide les comptes. Donc en avril-mai de l'année d'après. Ce qui veut dire que il y a une certaine liquidité, et on essaye de la rendre la plus disponible possible, mais faut pas en avoir besoin. Enfin, l'investissement que vous investissez, que ce soit dans l'une ou l'autre des foncières, faut pas que vous en ayez besoin du jour au lendemain, parce que de toute façon, même si on permet cette liquidité, elle n'est pas instantanée, et donc il faut pas que ce soit des fonds dont vous pourriez avoir besoin dans le futur, enfin trop rapidement. Ouais. Et je vois que Romain a ajouté aussi une question. On n'en a pas trop parlé au niveau du rendement. On a parlé du rendement immédiat avec la réduction d'impôt. Pour Servère et Fève, est-ce qu'on peut parler un peu du rendement moyen-long terme des deux foncières? Ouais. Donc, nous, pour l'instant, on a été créé en 2020, on est en 2024. On n'a pas d'idée sur le rendement qu'on va faire et assurer aux associés. Alors, pour rentrer dans cette discussion, il faut parler de deux types de rendements qu'on peut imaginer. Premier rendement, ce serait le rendement donc, qui est réalisé par la structure. Donc, vous faites du chiffre d'affaires moins toutes les dépenses et vous avez du résultat net. Ce résultat net, normalement, il est réparti
soit il est mis conservé dans la structure, mais il appartient aux associés, soit il est distribué sous forme de dividendes. Donc nous, chez Server, on ne distribuera pas de dividendes parce que on préfère garder les fonds pour pouvoir les réinvestir. Et ensuite, en ce qui concerne donc la rentabilité qui est conservée dans la structure, elle appartient aux associés, donc elle peut être récupérée à terme lors de la sortie. Il y a un deuxième type de rendement. Donc là, on a parlé du rendement organique, donc c'est lié à l'activité opérationnelle de la structure. Il y a un rendement qui est lié à la prise de valeur de la forêt. C'est-à-dire que nous, on investit en forêt sur du capital forestier. Chaque année, vous avez un rendement, cette fois-ci, qu'on va appeler organique, mais pour des raisons végétales. Les cercles, les cernes des arbres augmentent, donc le diamètre augmente de plus en plus chaque année. Et donc, ça ajoute de la valeur aux arbres. En plus, on fait tout un travail sylvicole qui permet de valoriser les gros arbres. On va toujours chercher à avoir des sujets qui sont les plus gros possibles pour pouvoir, dans un temps futur, les exploiter ou pas en fonction des cas. Et donc, du coup, ça permet de se dire qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, la forêt qu'on a achetée, elle a pris de la valeur. Et donc, du coup, l'associé qui va sortir, imaginons il a acheté sa part à 1 euro, il va pouvoir ressortir avec une part à X, enfin 1,X euros. Pour autant, on ne fait aucune promesse, on ne fait aucun engagement de rendement parce que la valeur du bois dans le futur, on ne la connaît pas. Le rendement futur, on a une idée, mais on ne veut pas s'engager dessus. Donc, on n'a pas de chiffres à donner à nos associés. On vise l'équilibre et ça, on fera tout ce qui est en notre mesure pour ne pas s'autoriser à faire beaucoup de pertes. Par contre, voilà, vous avez deux modalités pour obtenir du rendement. Il faut être patient. La forêt, on ne fait pas de marge sans attendre. Et voilà, après, il faut en plus prendre en compte le fait qu'on a des investissements qui sont, je mets entre guillemets, hein, qui sont non financièrement productifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait des choix d'investissement pour des raisons environnementales. Et donc, ça vient aussi un peu gréver le potentiel de marge. Donc, je sais que voilà, sur les marchés financiers, si vous avez un placement qui ne vous rapporte pas au moins l'inflation, vous avez l'impression de perdre de l'argent. En ce qui concerne les investissements chez Server, sur la marge organique, la forêt, elle est en général pas capable de produire entre 2 et 3 d'augmentation de son capital. Donc, il ne faut pas s'attendre à beaucoup plus, sauf si il y a des mouvements de marché qui sont liés au foncier forestier, qui sont liés à la valeur de coupe du bois, à la valeur de marché du bois. Là, on peut avoir des rendements qui sont supérieurs à la croissance organique. Voilà. Ouais, c'est un peu la même chose sur l'agricole, sauf que c'est pas la foncière qui exploite, c'est les agriculteurs. Et donc, ils payent un loyer, en fait, pour pouvoir exploiter les terres. Et donc, le rendement, finalement, de la foncière, c'est la somme de deux choses. C'est les loyers qui sont payés tous les ans qui sont pas très élevés parce que dans le monde agricole, il y a il y a des limitations sur les loyers qu'on peut faire payer aux agriculteurs, ce qui est bien parce que ça les protège. Et donc, mais ce qui limite le rendement, on a des rendements locatifs, si on parle de un terme qui est beaucoup utilisé en immobilier, qui sont beaucoup plus faibles que sur de l'immobilier classique. On est plutôt aux alentours, les loyers, c'est plutôt, alors on va dire entre 2 et 3% du montant investi, alors que dans l'immobilier classique, on va se retrouver entre 5 et 7% à peu près. Donc c'est beaucoup plus faible. Et puis après, il y a quelques coûts, hein. Quand on achète des bâtiments, il y a forcément des fois des travaux à faire, des choses de ce type-là. Il y a la taxe foncière qui est partagée entre le locataire et le propriétaire. Il y a pas mal de choses qui viennent gréver ce loyer payé par l'agriculteur. Et la deuxième partie du rendement, c'est de la même façon que les terres agricoles, les terres forestières peuvent prendre de la valeur, les terres agricoles peuvent évoluer dans le futur, donc prendre ou perdre de la valeur, hein. Historiquement, quand on regarde sur les 40 dernières années, les terres agricoles, elles ont pris de la valeur assez régulièrement, avec assez peu de volatilité. C'est un peu pareil hein, sur les terres forestières d'ailleurs, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de volatilité que dans l'immobilier. Euh, et et aujourd'hui, le dernier truc sur cette valeur des terres agricoles, c'est qu'aujourd'hui, les terres agricoles ne prennent pas beaucoup en compte les pratiques qui ont été menées sur les terres données. C'est-à-dire que si vous achetez des terres globalement au même endroit où les terres euh, ont la même profondeur ou la même qualité, etc.,
le fait que vous ayez eu des pratiques, par exemple en bio, ou des pratiques qui ont permis de stocker beaucoup plus de carbone dans le sol, globalement, ça change pas grand-chose à la valeur des terres aujourd'hui. Nous, on est convaincus que ce ne sera pas le cas dans le futur et que ça va certainement changer. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, le prix des terres agricoles, c'est vraiment le marché du prix des terres dans le coin, dans un coin donné, selon la qualité des terres telles que c'est considéré historiquement. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les terres sont profondes ou pas? Est-ce qu'on a des bons rendements historiques sur des céréales ou pas? Ce genre de choses qui vont influer sur les terres agricoles. Et puis le fait, est-ce que ça peut être irrigué ou pas? Est-ce qu'il y a de l'eau sur place? Ce qui a aussi un impact assez fort sur le prix des terres. Et donc une fois qu'on a pris en considération ces loyers et ces terres, nous l'objectif c'est de... Donc la foncière elle verse pas de dividendes non plus. Il n'y a pas de flux du tout qui sont prévus. En revanche, la part elle est réévaluée tous les ans. Et ce qu'on fait c'est qu'on organise par échantillonnage, on fait venir des experts fonciers sur certaines fermes pour échantillonner un peu la valeur des terres sur chacune des fermes, de façon à pouvoir définir quelle est la valeur des actifs détenus par la foncière et de pouvoir réévaluer la part tous les ans. Et alors on donne pas de, on s'engage à rien non plus, mais si on considère à peu près la même évolution du prix des terres que sur les 15-20 dernières années, et avec les loyers tels qu'ils sont prévus sur la foncière, nous, on espère avoir une revalorisation de 2 à 3% par an d'ici quelques temps. On a pareil une montée en charge qui fait que sur les premières années, c'est pas le cas. Donc l'année dernière, on a eu une réévaluation de 0,8%. Cette année, je pense qu'on sera aux alentours de on sera pas très loin d'1,5%, je pense, à peu près. Et l'objectif, c'est d'arriver, enfin voilà, l'objectif, c'est d'arriver à peu près à 2% dans les prochaines années. Ce qui est intéressant sur les acquisitions qu'on a fait dans le passé, c'est que, en tout cas sur les expertises qu'on a eues de tiers sur les fermes qu'on avait achetées, elles étaient toutes valorisées au-dessus du prix d'achat, assez sensiblement. Donc, ce qui montre aussi, parce qu'il y a quand même un truc qui compte aussi là-dedans, c'est à combien vous avez acheté la ferme. Parce que si vous l'achetez à un prix hors marché, vous avez fait une perte tout de suite, mais vous vous rendez pas compte tout de suite. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même plusieurs expertises qui montrent qu'on a acheté à chaque fois à un prix plutôt correct, ce qui a un impact positif sur le prix futur de la part. Bon, ça me fait plaisir ce que tu racontes, Vincent, parce que à titre personnel, comme je le disais en introduction, je suis agriculteur. J'ai acheté une ferme avec des terres, et c'est vrai que tout ce qui touche au concept d'agroécologie, donc la matière organique que vous avez dans le sol, la présence d'arbres, la présence de haies, la présence de d'eau de bonne qualité, c'est pas pris en compte du tout, du tout, du tout dans la valeur des terres. Que j'ai acheté, là, j'ai acheté des terres donc de grandes cultures conventionnelles. Je les ai transformées en bio. J'ai planté 2500 arbres. On a fait beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on espère que dans le futur, tout ce travail aura une valeur. Alors moi, j'ai une indication peut-être, c'est que grâce au changement climatique, on va être forcé de prendre en compte ces éléments parce que voilà, quand vous plantez, en l'occurrence ici, des haies, et j'ai fait aussi de l'agroforesterie, donc c'est-à-dire qu'on a implanté des arbres dans nos parcelles de vignes et nos vergers, et ça va nous permettre de lutter directement contre le changement climatique. Si tu connais, enfin, si vous connaissez les principes de l'agroécologie, vous plantez des arbres, vous introduisez des animaux, et ça vous permet de mettre du CO2 dans le sol, ça vous permet de mieux gérer la température. Les arbres refroidissent en été, réchauffent en hiver, etc., etc. Et donc, j'espère que le monde agricole prendra conscience que la valeur des terres, elle n'est pas uniquement liée à sa position et au fait qu'il y a accès à l'eau, mais qu'il y a aussi tout un des critères extra-financiers qui sont à prendre en compte. Ouais, mais enfin, je suis convaincu que ça se fera dans le futur. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais clairement sur tous les projets qu'on finance, ils sont dans enfin, les agriculteurs qui s'installent s'inscrivent dans ce cadre-là. Ils ont tous des pratiques assez intéressantes avec de la diversification de production, avec la plantation de haies, d'arbres en agroforesterie intraparcellaire. Il y en a qui réfléchissent également à des sujets d'hydrologie régénérative, comment mieux infiltrer l'eau qui tombe sur place et qui tombe aujourd'hui de manière beaucoup plus irrégulière que dans le passé. Et ça, c'est des choses qui, je suis certain, se valoriseront aussi d'un point de vue financier dans le futur, même si c'est pas l'objectif premier.
ce sera le cas parce que en effet, c'est des pratiques et c'est des fermes qui seront beaucoup plus résilientes que d'autres à tous ces aléas. Merci à tous les deux. Je vois qu'il y a deux autres questions qui sont arrivées et ça nous permet de passer sur la partie un peu risque, puisqu'il y a une personne qui demande comment ça se passe s'il y a un incendie, mais aussi au même titre pour Fève s'il y a des aléas climatiques. Donc sur l'aspect risque, est-ce qu'on peut l'aborder? Ouais, bah, Ouais, peut-être je vais juste répondre pour Fève et puis après je te laisse la parole, Thibaut. Mais ça fait lien un peu avec ce que je disais jusqu'avant, c'est-à-dire que nous, on va financer des projets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculteur qui s'installe sur les projets, les fermes confidences, il est complètement autonome. Donc, il peut développer son activité comme il le souhaite tant qu'il reste dans le cadre de la charte agroécologique qu'on a définie. Donc, il a certaines contraintes, en particulier de s'inscrire dans le cadre de l'agriculture biologique, de ne pas détruire des haies, des bois, ce genre de choses. Mais après, il fait un petit peu, tant qu'il le fait dans le cadre de la charte qu'on a définie, bah, il le fait un peu comme il le souhaite. Maintenant, les projets qu'on va choisir et définir, c'est souvent des projets qui sont justement qui prennent en compte ces aléas climatiques et qui essayent d'utiliser beaucoup plus d'arbres, de planter des infrastructures écologiques, parce que dans la charte, il y a aussi le besoin d'avoir un minimum de 10% d'infrastructures écologiques sur la surface agricole utilisée, c'est-à-dire des haies, des bois, des points d'eau, des prairies permanentes, ce genre de choses. Et en fait, tous ces éléments concourent à une meilleure résilience vis-à-vis des aléas climatiques. Maintenant, il n'y a pas de, enfin voilà, il y a pas de, on n'a pas, il y a pas vraiment d'assurance spécifique. Certains agriculteurs, et ça se fait plutôt sur des projets qui sont en grande culture ou en arboriculture, s'assurent vis-à-vis de certains aléas climatiques, en particulier la grêle. Pour certains, les inondations, certains la sécheresse, mais ça se fait un peu moins. Enfin, il y a certaines, mais voilà, certains s'assurent, d'autres pas. Mais le fait qu'ils aient justement plusieurs ateliers de production les protège aussi vis-à-vis de ces aléas. Et puis, parce qu'on parle d'aléas climatiques, mais il y a d'autres aléas. Je pense, la première ferme qu'on a financée, elle est dans les Deux-Sèvres. Ils ont un atelier ils ont plusieurs ateliers de production différents, mais un de leurs ateliers, ils ont un peu de volaille en plein air. Et, euh, et quand ils se sont installés sur les 9 mois, sur la première année d'installation, ils n'ont pas pu avoir de volaille en plein air parce qu'il y avait de la grippe aviaire dans les Deux-Sèvres. Et donc, heureusement qu'ils avaient d'autres activités, justement, pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir avoir des revenus et pour pouvoir avoir une activité qui fonctionne à peu près. Parce que pour le coup, il y avait des aides qui ont été octroyées dans ce département-là pour les gens qui n'ont pas pu exercer à cause de cette grippe aviaire qui interdisait tout le monde d'avoir des volailles en plein air. L'aide, donc tout ça, c'était en 2021. Et l'aide, ils l'ont obtenue en début d'année, cette année, donc 3 ans après. Autant dire que heureusement qu'ils n'attendaient pas sur cette aide pour s'en sortir. Et donc le fait d'avoir plusieurs activités, c'est quand même souvent intéressant. Et sur nos fermes, sur les fermes qu'on a financées, aujourd'hui, en moyenne, il y a entre 2 et 3 ateliers. Et je crois que sur le rapport d'impact qui doit sortir la semaine prochaine, si on arrive à le finaliser, je crois que le chiffre que j'ai en tête, c'est 2,3 ou 2,2 ateliers par ferme minimum. Enfin, en moyenne. ouais. Vincent, il y a une question de Odos qui dit s'il y a un accident de production, Ouais, soit une erreur dans l'itinéraire technique ou soit un événement climatique qui empêche toute production, qu'est-ce qui se passe des loyers? Si ouais, l'agriculteur n'a pas de revenus, comment vous faites? ouais. Alors, contractuellement, il n'y a rien de prévu. Maintenant, dans les faits, on s'adapte. Et là, cette année, typiquement, il y en a qui ont eu des petites difficultés pour payer à un moment donné. Et on a rééchelonné les loyers. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de rééchelonner les loyers pour leur permettre de payer en cohérence avec les revenus qu'ils peuvent avoir. Ok. Donc, en ce qui concerne une question sur l'incendie, on a des assurances. On prend des assurances pour toutes nos parcelles. Donc là, c'est des assurances qui couvrent notre responsabilité, c'est-à-dire un départ de feu sur notre forêt.
Exemple, hein, il y a un passant qu'on n'arrive pas à déterminer qui c'est et qui fait un barbecue et qui met le feu, ou qui jette un mégot et qui met le feu à notre forêt et qui aurait des dégâts sur des tiers. Donc on a une assurance en responsabilité civile pour les tiers, et pour nous, il n'y a pas d'assurance. Si c'est des dégâts qui viennent de l'extérieur, donc il y a un incendie d'une forêt voisine qui vient jusqu'à notre forêt, qui brûle notre forêt, alors c'est l'assurance en responsabilité civile de celui qui est à l'origine du feu qui est engagé. Donc pour le feu, c'est assez facile, entre guillemets, de piloter. Là où c'est plus difficile, c'est pour les événements climatiques de type vent, tout ce qui est éolien. Là, par contre, on ne prend pas d'assurance. Par contre, enfin, c'est une question de coût, c'est des coûts très forts. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on choisit dans la sélection des projets, on a des critères pour choisir les projets qui sont le moins exposés au vent dans un massif donné. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on regarde d'où viennent les vents dominants, on regarde la topographie, on regarde l'historique des événements climatiques dans le département, quand est-ce qu'il y a eu des dégâts, quelle a été l'ampleur des dégâts, par où est venu le vent qui a fait les dégâts, et on essaye d'évaluer pour chaque kilo, chaque parcelle ou par le massif entier, quel est le risque et est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque, en particulier sur donc, le vent. Les inondations, c'est pas vraiment un problème pour la forêt. Bon, à part coulées de boue exceptionnelles qui arrivent, mais le système forestier a des capacités d'absorption et de drainage et puis d'expédition de l'eau assez formidables. Donc, c'est pas sujet. Euh, Après, voilà, il y a d'autres types de risques. Il y a des risques sanitaires qui sont liés au changement climatique. Là, c'est pareil, c'est tout un travail d'anticipation. Je prends un exemple, hein, dans le Grand Est, il y a des essences qui sont plantées à basse altitude et qui ne devraient pas y être. Et avec le changement climatique, elles sont affaiblies. Et vous avez typiquement des scolites, donc c'est un type de coléoptère qui s'attaque à certains résineux et qui peut vous détruire une partie de votre capital, voire la totalité. Donc du coup, on est très attentif en fonction de la région où se trouve la forêt, aux risques sanitaires spécifiques, immédiats, connus. Pour ce qui est des risques sanitaires futurs inconnus, malheureusement, voilà, dans les grilles d'analyse de risque, on n'a pas d'informations sur le risque, on n'a pas d'informations sur son impact. Donc en général, on botte en touche. Ce qu'on peut faire, c'est durant la gestion forestière, on reste attentif aux nouveaux risques qui émergent et on peut décider ensuite de ce qu'on fait. Est-ce qu'on assure? Est-ce qu'on prélève les bois qui peuvent être touchés? Est-ce qu'on ne fait rien? Voilà, il y a plusieurs options qui sont ouvertes. Donc, on a toute une politique de gestion de risque par des actions forestières ou par des actions avant l'achat de la forêt qui nous permettent de piloter ces risques. Merci Thibaut. On a une dernière question sur la surveillance du respect de la charte, je pense du côté FEV. Après, n'hésitez pas à poser vos dernières questions, ce sera la dernière période de réponse aux questions, mais on pourra toujours y répondre à l'écrit. Mais Vincent, du coup, je te laisse répondre pour la charte. Ouais. Pour la charte, on a mis en place des processus pour essayer de vérifier ce qui est fait par chacun des agriculteurs. Donc, on a des données qu'on récupère automatiquement parce on se plug sur les remontées d'informations que les agriculteurs envoient dans le cadre de la politique agricole commune, où il y a pas mal d'éléments qui remontent et qui nous permettent de vérifier pas mal de choses déjà dans un premier temps. Et ensuite, on est en relation régulière avec les agriculteurs et on se déplace également de façon assez régulière pour essayer à la fois d'avoir des échanges construits et d'essayer de leur apporter quelque chose. Parce que ça, on n'en a pas parlé beaucoup, mais ce qu'on essaye de faire, c'est de les aider à, à mieux valoriser ce qu'ils font et à mieux s'en sortir d'un point de vue économique dans le cadre actuel qui est assez délicat. Alors en particulier, ce qu'on essaye de faire, c'est de les aider à valoriser les externalités positives, typiquement le carbone stocké dans les sols, ou les aider à financer des choses qui pourraient être plus difficiles à financer. Donc on travaille avec certains fonds de dotation, certaines fondations pour essayer de financer des choses sur leurs fermes quand ils ont des besoins qui ont un impact fort d'un point de vue social ou environnemental et qui n'ont pas un retour sur investissement direct. Donc qui pourraient difficilement financer. Et donc dans ce cadre-là, on est en échange assez régulier avec eux et on en profite également
pour vérifier certaines choses qu'on ne peut pas vérifier dans les documents ou dans les éléments qu'on récupère automatiquement, comme je le disais, via la PAC et via... on envoie aussi un questionnaire sur certains éléments un peu spécifiques pour vérifier ce qui est fait. Et au-delà de ces vérifications qui sont vraiment bêtes et méchantes de conformité à la charte, on a décidé de faire passer une structure qui fait une notation un peu 360 sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux sur les fermes, qui s'appelle EcoFarms. Et, euh, et l'idée, c'est de faire passer cette structure régulièrement sur les fermes, de façon à voir si... parce que elle donne une espèce de note, et ça permet de voir si la note évolue à la hausse ou à la baisse. Mais ça permet aussi de donner des points spécifiques pour chacun des agriculteurs sur lesquels ils pourraient améliorer certaines choses. Donc voilà, on a mis en place ça, on a commencé à le faire. Il faut qu'il y ait une première activité première année d'activité complète qui soit faite pour pouvoir les faire intervenir. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de fermes, on est encore tout jeune, donc on n'a pas encore énormément de fermes qui ont eu un premier exercice complet d'activité sur lesquels on a pu les faire intervenir, mais ils sont intervenus, je crois, sur 4 fermes aujourd'hui. Et là, il y en a une quinzaine sur lesquelles ils devraient pouvoir intervenir en fin d'année. Et j'ai vu qu'il y avait deux questions qui m'étaient adressées, une de Simon et une de Albanese. Je vais répondre à Simon très rapidement. Et la question, c'est est-ce que vous avez des compétences d'expertise forestière en interne ou est-ce que vous déléguez sous-traitez? Les deux. En fait, en interne, on a des techniciens forestiers et on a des gens qui ont déjà conduit des travaux d'exploitation forestière. Ce qui est clair, c'est qu'on sous-traite toute la partie bûcheronnage et débardage. Pour pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'il faut du matériel lourd pour le débardage et que du coup, on préfère sélectionner des entrepreneurs de travaux forestiers locaux proches de la forêt pour pouvoir, un, leur donner de l'activité, deux, assurer une rémunération à ces personnes correcte, et trois, éviter, nous, de déplacer du matériel qu'on aurait acheté, qu'il faut entretenir, etc., etc. Donc, débardage, on sous-traite totalement. Bûcheronnage, on fait appel à des bûcherons locaux. Et ensuite, en ce qui concerne la gestion forestière, nous, on essaye de réaliser la gestion forestière sur les forêts qui nous sont le plus accessibles, donc autour de là où habitent les gens qui ont les compétences. Quand on ne peut pas, je pense au Grand Est, par exemple, là, on n'a pas de compétences locales, on fait appel à des gestionnaires forestiers spécialisés. Voilà. Euh, L'autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que nous faisons l'acquisition de terrains nus pour boiser et planter des arbres? Donc en fait, dans la gestion forestière classique, les terrains nus, en fait, ce sont des terrains ou des forêts, ils appellent ça des forêts, qui sont en début de cycle. La fin de cycle, c'est la coupe rase, et le début de cycle, c'est soit la plantation, soit la régénération naturelle. Pour la petite anecdote, on nous a sollicité un jour pour aller visiter une forêt de 10 hectares en Ardèche. On s'est présenté, on avait fait toute l'étude documentaire avant, on a regardé au satellite, on a essayé de voir les essences qu'il y avait, etc. Et quand on s'est présenté sur place, on était en début de cycle, donc on est arrivé sur un champ de bataille avec des ornières grandes comme moi, je fais 1,80 m, et pas un seul arbre. Et du coup, voilà, ils nous ont demandé si on était intéressé par cette parcelle parce que la terre était très viable et était très fertile. Et du coup, on était intéressé, on leur a fait une offre au prix du terrain parce qu'ils espéraient pouvoir en tirer un prix qui est plus proche de la moyenne des transactions forestières qui ont eu lieu. On leur a fait un prix aux alentours de 500 euros l'hectare. Voilà, pour leur signaler que malheureusement, on était arrivé trop tard, parce qu'en plus, les vendeurs avaient un discours qui nous disait, voilà, on aimerait bien que cet espace redevienne une forêt avec des oiseaux, etc. Enfin, tout un discours environnemental, alors qu'ils avaient récupéré 40 000 euros liés à la coupe rase. Voilà. Donc, la question, c'est est-ce qu'on le fait? Non. On s'est posé la question quand on a vu cette forêt. Euh, on va pas acheter des terrains nus, des terrains forestiers, hein. On va surtout pas planter des forêts sur des terrains agricoles.
C'est pas notre responsabilité, c'est pas notre rôle. On va pas acheter des terrains qui ont subi une coupe rase parce qu'on considère que les propriétaires précédents ont décidé de cette coupe rase, ont été d'accord pour, donc ils ont récupéré de l'argent avec ça, ils veulent ensuite récupérer de l'argent avec la vente, donc on ne veut pas faire partie de ce système-là. Par contre, ce qu'on fait, et ce qui nous est déjà arrivé, c'est des propriétaires qui veulent faire une coupe rase euh, et qu'on a réussi à convaincre de nous céder la forêt pour la conduire en irrégulier. Donc la coupe rase, c'est vous plantez des arbres, les arbres arrivent à maturité, vous récoltez tout. Nous, ce qu'on essaye de faire, dans le cas d'une forêt qui doit être récoltée parce que les arbres sont arrivés à maturité, on va récolter, comme je vous ai expliqué, 20 à 30%. Et ensuite, on va soit faire de la complantation, soit laisser la régénération venir s'il y a du potentiel d'essence et s'il y a du potentiel sur place. Donc ça, on l'a déjà fait. On a déjà acheté des forêts juste avant la coupe rase. Après la coupe rase, non, on ne place pas les fonds des associés, on va acheter des forêts en dur. Merci Thibaut, merci Vincent, merci à tout le monde. Je pense qu'on arrive à la fin. Si vous avez encore des questions, on vous a mis les liens pour participer à des sessions d'information. Ça peut être très utile pour justement poser des questions très précises. Sachez qu'en tout cas, le replay vous sera envoyé d'ici quelques jours et que vous pourrez lui poser des questions aussi en répondant à notre email. Merci à tout le monde d'avoir Ouais. participé. J'aimerais juste ajouter un truc avant de clôturer. On a oublié de parler d'un domaine qui est le financement participatif, qui fait partie de la finance solidaire. Et du coup, donc, bon, vous connaissez tous le système du microcrédit. Ça consiste à collecter des fonds pour ensuite prêter cet argent à des entreprises, à des personnes qui auraient besoin pour se développer, pour soit améliorer leurs conditions de travail, soit se sortir de la pauvreté. Voilà. Et il y a aussi donc toutes les autres formes de financement participatif. Ça peut être des emprunts, donc vous prêtez à des gens qui ensuite utilisent cet argent. Et puis ça peut être des dons. Voilà. Et du coup, j'en profite aussi pour placer ma campagne de financement participatif, parce que j'ai ouvert une campagne de financement participatif, donc qui fait partie de la finance solidaire, pour pouvoir installer une miellerie à la ferme, donc un atelier d'extraction de miel. Voilà, donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à me contacter. Et on mettra le lien Ouais, sur ta campagne quand ok. on enverra le replay à tout le monde. C'est Voilà, gentil, voilà, je le mets dans le chat, mais c'est gentil, merci. Ouais, ça dans le marche. milieu. Parfait. Bon, bah, merci à tous et à toutes alors, et bon appétit. Ouais, merci. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.